bonjour. Et merci de nous rejoindre dans l'équipe du Grand Journal. Vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre. Nos auditeurs vous ont sans doute déjà observé et écouté attentivement, notamment sur Radio J, mais pas seulement, ces derniers mois dans de nombreux débats consacrés notamment, mais pas seulement, là aussi à la montée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Et c'est par là qu'on va démarrer, puisque Houriya Boutelja était l'invité de la fête de l'UMA le week-end dernier. Il s'agit, rappelons-le, de la fondatrice du Parti des indigènes de la République, et elle a participé à un débat intitulé, je cite, « Combattre l'antisémitisme par-delà ses instrumentalisations sionistes et islamophobes ». On referme les guillemets, mais ça vaut le détour simplement pour le titre. Ce qui vous interpelle, Raphaël, tout particulièrement, c'est que ce débat ait eu lieu au stand de l'organisation de Tzedek, le collectif juif décolonial, là aussi avec des guillemets. Qu'est-ce que ça signifie à vos yeux, à la fois cette invitation et ce cadre en particulier d'intervention ? Eh bien, c'est de voir que le primat de la lutte contre le sioniste permet d'inviter des gens qui mêlent à la fois la pauvreté intellectuelle et qui charrient aussi avec une pensée extrêmement réactionnaire. Madame Boutelja a des propos sur l'homophobie, sur les juifs qui sont absolument dégueulasses, et je ne me permettrai pas de rappeler ce qu'elle a pu dire sur sa ruine intérieure lorsqu'elle voit des enfants juifs en kippa, le fait que la Shoah, quelque part, ça ne la concerne pas tant que ça. Non, je vois d'abord un primat de la lutte contre le sionisme qui engendre un confusionnisme à tous les étages. Et c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir quelqu'un qui préfère être dans la priorisation de l'instrumentalisation de l'antisémitisme que le combat contre l'antisémitisme lui-même. Et c'est bien le problème qu'on a avec le collectif Tzedek depuis des mois, et l'UEJFP qui les avait précédés. C'est une forme de volonté, par refus de voir que les événements qui ont lieu au Proche-Orient ont créé une explosion de l'antisémitisme. Et donc il y a bien une porosité entre l'antisionisme et l'antisémitisme, débouche sur une incapacité à avoir autre chose que de l'instrumentalisation dès qu'il y a une dénonciation de cet antisémitisme-là. On essaie de retourner contre les juifs victimes de cette propre violence antisémite. C'est pire que ça, puisque d'ailleurs Madame Boutelja le soulignait hier dans son intervention, le sionisme créé de l'antisémitisme. Traduction, les Juifs en Israël, créés par leur comportement de l'antisémitisme en France et ailleurs. Donc il y a un retournement complet des valeurs. Et puis cette instrumentalisation, je terminerai sur ça, cette instrumentalisation du collectif Tzedek par les franges de gauche radicale est surtout le symptôme d'une incapacité à écouter les Juifs pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils ont à dire, mais de conditionner l'écoute de leurs paroles à leur prise de position personnelle sur le conflit au Proche-Orient. Dit autrement, si on n'est pas pro-palestinien selon les standards antisionistes maximalistes, eh bien, on est juste un traître à la cause, voire un soutien fasciste, soutien au génocide, etc. Et donc pas de dialogue possible. Donc pas de dialogue possible. Abordons à présent, Raphaël, la scène politique, avec un premier dossier brûlant qui va très vite occuper le gouvernement de Michel Barnier, dont les ministres doivent être nommés cette semaine. Il s'agit de la réforme des retraites. Le Rassemblement national souhaite déposer à la fin du mois d'octobre un texte visant à l'abroger, mais la France insoumise a annoncé hier qu'elle présenterait aussi de son côté sa propre proposition dans sa niche parlementaire de novembre, cette fois, pour ne pas s'associer au RN. Pourtant, Raphaël, cette question vous semble absolument indépassable si l'on veut s'attaquer réellement, rapidement, efficacement au problème de la dette. Absolument, et d'ailleurs il faut rappeler que nous avons un contexte financier qui est très difficile. Nous avons appris les récents chiffres du déficit budgétaire qui sont beaucoup plus importants que prévu, et la Commission européenne a lancé contre nous une procédure pour budget excessif. Donc il va y avoir une urgence qui a été pointée par la Cour des comptes sur la nécessité d'appliquer une politique de restructuration des comptes publics. Et on a écouté les mises en alerte de Pierre Moscovici ces dernières semaines. Absolument. Et je crois qu'il y a un sujet brûlant sur la table qui est un tabou français sur lequel on ne veut pas toucher, qui est la question du montant des retraites. Pourquoi est-ce que j'évoque ce sujet ? Parce que c'est un des premiers postes de dépenses de l'État français, non seulement en dépenses réelles, mais ce qu'on appelle le hors-bilan, c'est-à-dire les dépenses à venir et qui vont nécessiter de mobiliser des ressources, d'une part, mais surtout parce que ça me semble très flagrant la politique appliquée en la matière d'une très grande inégalité intergénérationnelle. Quand vous prenez les statistiques publiques, notamment celles de l'INSEE, mais pas que, celles du corps aussi, vous voyez qu'il y a d'une part une exceptionnalité dans la situation française, puisque la France est l'un des seuls pays de l'OCDE
où les retraités ont un niveau de richesse moyenne plus forte que les actifs, d'une part, ont un taux d'épargne plus important, ont une capacité à acquérir des biens immobiliers beaucoup plus forte que les actifs. Et dernier point, c'est montré notamment... En particulier les jeunes actifs ? Les actifs de manière générale. Un dernier point qui me semble très important, c'est ce qu'on appelle le taux de reconversion. C'est-à-dire, pour 1 euro cotisé au système de retraite, combien est-ce que vous touchez en retour ? La génération des baby-boomers, donc à peu près celle actuelle en retraite, c'est 160%. Ma génération à moi, ce sera 95%. Et donc ça me semble très significatif, le fait qu'à chaque fois, on fasse peser la réforme des retraites sur les actifs, d'une politique qui ne considère pas la jeunesse. Et d'ailleurs, on vient d'apprendre que la question du SNU, la Cour des comptes vient de publier des chiffres. S'il devait être nationalisé et généralisé, on serait sur 5 milliards d'euros par an. J'ose croire que le gouvernement ne le fera pas, parce que ça signifie que systématiquement, on met les moyens dans des politiques qui sont assez hostiles à la jeunesse, alors que 12% des étudiants en 2023 ont déclaré qu'ils ont renoncé à faire des études par manque de moyens et notamment se loger. Premier point. Nous savons que depuis le Covid, j'en ai fait partie, des jeunes qui ont eu des syndromes dépressifs, des pensées suicidaires qui sont très nombreux, avec une prise en charge qui ne suit pas du tout derrière. Et donc, il me semble qu'il y a, non seulement pour la question du déficit, un sujet qui se pose avec les retraites, mais de façon plus globale, si on parle de la question des inégalités intergénérationnelles, il faut poser sur la table, je crois, ces chiffres qui ne sont pas assez mis en avant dans le débat public sur le niveau de vie moyen des retraités. Et vous imaginez qu'un gouvernement, et en l'occurrence le gouvernement Michel Barnier, qui tend beaucoup et qui tendra très probablement beaucoup vers la droite, pourrait prendre à bras le corps cette question des pensions de retraite à baisser, alors que c'est quand même son électorat aussi qui serait visé en premier lieu. Vous visez, je crois, le problème majeur qui est que ma génération ne vote pas. Et donc, ne vote pas assez en tout cas. Et donc le poids électoral que nous représentons dans les revendications politiques et dans l'incitation à ce que les politiques servent leur petite boutique, eh bien malheureusement nous ne sommes pas assez nombreux, donc non, je n'y crois pas du tout. Raphaël, il nous reste moins d'1 minute pour aborder la dernière question de votre bloc-notes de la semaine, la question de la culture du parlementarisme et cette culture politique qui est assez faible et qui ne permet pas aujourd'hui de voir émerger des compromis entre les différentes forces politiques. Et on le voit bien dans ce qui est en train de se jouer dans la formation d'un gouvernement Barnier. Oui, on a eu beaucoup de sauts de cabri qui expliquaient nous allons enfin avoir une culture parlementaire en France parce que personne n'est majoritaire. Sauf que la question du compromis, très rapidement, la question du compromis, ce n'est pas juste, vous dites à des gens, mettez-vous autour de la table et discutez. Il faut un cadre institutionnel qui permette que les débats soient conséquents. Or, la matière, je crois que ce n'est pas possible, parce que nous avons une centralité de l'élection présidentielle qui fait que tout le monde se projette déjà sur l'après, et de surcroît un mode de scrutin qui fait qu'on ne sait pas sur quelle base nous devons discuter, parce que le mode de scrutin majoritaire a entraîné un phénomène tout particulier qui s'appelle le Front républicain. Le deuxième tour n'a été que le seul barrage au Rassemblement national, mais en conséquence, nous n'avons rien tranché. Nous n'avons rien tranché sur l'économie, nous n'avons rien tranché sur l'immigration, nous n'avons rien tranché sur les institutions. Donc à partir du moment où les élections ne permettent plus de trancher les sujets de fond, je ne vois pas sur quelle base on peut discuter. Merci beaucoup Raphaël Merci d'avoir été avec nous pour votre premier bloc-notes à retrouver notamment sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi.